mais en vous rappelant bien que c'était pas la définition. Le fait que ça admette une base, c'est un théorème qu'on a montré donc à partir en gros du théorème de la base extraite. Donc voilà, donc on avait caractérisé la dimension et donc on avait cette proposition importante qui était que si E est une famille d'éléments d'un espace vectoriel de dimension n, alors on a équivalence entre les trois propositions suivantes. D'abord que E est une base de E, ensuite que E est une famille libre de E de cardinal n. Donc le sens 1 implique 2 est facile, puisqu'on sait que toutes les bases doivent avoir cardinal n et qu'une base, elle est à la fois libre et génératrice. Le sens intéressant, c'est bien sûr le sens 2,1, qui nous dit que si j'ai une famille libre du bon nombre avec le bon nombre d'éléments, c'est-à-dire n, alors c'est automatiquement une base. Et pareil, si je sais que ma famille est génératrice et a le bon nombre d'éléments, alors c'est automatiquement une base. Et donc j'avais dit que ce théorème était utile puisqu'il permettait de faire la moitié du travail. Si je suis dans un espace vectoriel de dimension dont je connais déjà la dimension, dont je sais qu'il est de dimension n, alors si j'ai une famille à n éléments, pour montrer que c'est une base, il me suffit de montrer soit qu'elle est libre, soit qu'elle est génératrice. D'accord? Donc il y a besoin juste de faire la moitié du travail. Et le plus souvent, c'est en montrant que montrer que la famille est libre, c'est plus simple que montrer que la famille est génératrice, en 95% des cas. Et donc le plus souvent, pour montrer qu'une famille est une base en dimension finie, on aura d'abord un argument qui nous dit qu'on a le bon nombre d'éléments, donc ça en général c'est facile. Et ensuite, on montrera que la famille est libre et il n'y aura pas besoin de montrer qu'elle est génératrice en vertu de ce théorème. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Donc ça, j'ai juste fait un récapitulatif du cours d'hier. Est-ce qu'il y a des questions déjà là-dessus? Ok. Non. Oui. Non, c'est bon. Ok. Non, et comme j'ai tout ça en même temps. Donc un exemple pas mal, c'est que si je considère une famille de polynômes de k crochet x, donc pk, p indice k, allant de 0 à n, tel que le degré de pk est égal à k. Alors on a vu, c'était un des derniers exemples du chapitre précédent, que une famille comme ça de polynômes était une base de kn crochet x. Et donc on avait montré, c'était, je l'avais écrit sur tableau blanc. On avait montré à la fois que c'était libre, puis on avait montré que c'était générateur, et pour montrer que c'était générateur, on avait fait une récurrence. Eh bien en fait, en utilisant les outils actuels, en fait, il y a juste besoin de montrer que la famille est libre. Pourquoi? On sait que donc on a n plus 1 éléments puisqu'on va de 0 à n. Kn crochet x, il a aussi il est de dimension n plus 1, donc on a le bon nombre d'éléments. Et donc si je suis capable de montrer que ma famille est soit libre, soit génératrice, automatiquement c'est une base. Et donc dans ce cas-là, le plus simple c'est de montrer qu'elle est libre. Et donc voilà, si je sais qu'elle est libre, c'est une base. Et donc pour montrer qu'elle est libre, je rappelle ce qu'on fait, c'est qu'on on considère une combinaison linéaire et on raisonne sur le degré. Puisque comme la famille est échelonnée en degrés, automatiquement on va avoir une contradiction si certains scalaires ne sont pas nuls. Donc ça, je vous ramène à la preuve qu'on avait écrite. En tout cas, le truc qui est important, voilà, c'est qu'une fois qu'on a fait la liberté de la famille, on n'a pas besoin de montrer le caractère générateur puisqu'on sait qu'on a le bon nombre d'éléments. Donc un autre exemple du même type, donc, qui était l'exercice 4 de la feuille d'hier, que j'avais dit qu'on ferait en cours. Donc c'est le suivant, donc je suis toujours dans Rn crochet x, et je considère la famille pk qui va toujours de 0 à n, et qui est donnée par pk égale x puissance k facteur de 1 moins x à la puissance n moins k. Donc ici, tous les pk, ils ont le même degré, puisqu'on est en train de multiplier un polynôme de degré n par un autre de degré k, par un polynôme de degré n moins k. Donc tous les polynômes sont de degré n, donc on ne peut pas conclure en utilisant le critère précédent. Mais c'est pas grave, on va quand même montrer que la famille est libre. Donc je considère des scalaires de lambda 0 jusqu'à lambda n, tels que la somme des lambda IPI est égale à 0. Je suppose qu'au moins des lambda k est non nul, par l'absurde. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait assez souvent maintenant, qui permet de se passer d'une certaine façon d'une démonstration par récurrence. Si j'ai des lambda k qui sont nuls, je considère celui d'indice minimal. Donc K0, l'indice minimal des k tels que lambda k est non nul.
Et donc maintenant, j'isole le lambda K0, PK0. Donc le truc qui est important, c'est que maintenant, la somme, elle commence à droite. La somme de droite, elle commence à K0 plus 1, puisque tous les coefficients avant lambda K0 sont nuls. Et donc, si vous regardez l'expression de PI, qu'est-ce qu'il a? Donc, il a 0 comme racine de multiplicité I. D'accord? Donc, si I est supérieur à K0 plus 1, dans la somme de droite, 0 va être racine de tous les PI avec multiplicité au moins K0 plus 1. K0 plus 1 pour le premier, K0 plus 2 pour le deuxième, etc. jusqu'à multiplicité N quand on a I égale N. Donc, 0, il est multiplicité de tous les pays, il est racine de tous les pays avec multiplicité K0 plus 1, donc il est racine de cette somme avec multiplicité au moins K0 plus 1. Mais d'un autre côté, 0, il n'est pas racine avec multiplicité K0 plus 1 du terme de gauche. D'accord? Puisque le terme de gauche, c'est un multiple non nul de PK0. Enfin, il est associé, c'est un polynôme qui est associé à PK0. Lambda K0 est non nul. C'est ça le point important. Comme lambda K0 est non nul, il me fait lui. Ok. Donc comme lambda K0 est non nul, la multiplicité de 0 là-dedans, c'est exactement K0. Et donc on a d'un côté une multiplicité égale à K0 et de l'autre côté une multiplicité qui est au moins K0 plus 1. Et donc ça, c'est une contradiction. Je ne sais pas ce qu'il y a avec le stylet. Excusez-moi. Je crois que j'ai démarré un mode ou je sais pas quoi. Différent de 0. Ok, on va dire que ça marche. Voilà, et donc je peux pas avoir d'un côté une multiplicité exactement K0 et de l'autre côté une multiplicité strictement plus grande. Donc c'est absurde. Donc ce qui est absurde, c'est que un des lambda K était non nul au moins. Donc ça veut dire qu'ils sont tous nuls. Et s'ils sont tous nuls, ça veut dire que j'ai bien vérifié que ma famille est libre. Et donc comme elle est libre et qu'elle a le cardinal et qu'elle a comme cardinal la dimension de l'espace, c'est que automatiquement c'est une base de Kn crochet X. D'accord? Donc il n'y a pas besoin de vérifier que c'est générateur. Si certains avaient essayé de faire l'exercice pour montrer que c'est générateur, c'est un petit peu pénible. Le mieux sans doute de procéder par récurrence d'une façon ou d'une autre. Mais c'est pas c'est pas évident. Donc ouais, peut-être pas par récurrence. En fait, j'ai pas trop réfléchi à la façon de faire. Enfin, on peut le faire. En général, les preuves de caractère générateur, on peut les faire. C'est juste que d'une certaine façon, on est en train de réécrire les preuves qu'on a écrites précédemment sur de dimension qui ont permis d'arriver à ce résultat qui permet justement de ne pas montrer que c'est générateur. Donc, on va faire une preuve assez abstraite finalement, mais on va pas bien comprendre ce qui se passe. Voilà. Bon, si c'est quand même un bon exercice si vous voulez essayer de montrer directement que c'est générateur, mais en tout cas, il n'y en a plus besoin. Ok, donc vous voyez l'intérêt de ce théorème? Bien. Donc maintenant, j'en arrive au sous-espace d'un espace de dimension finie. Et donc, j'ai la proposition qui paraît assez intuitive. Donc, je considère E un espace vectoriel de dimension finie n et je considère F un sous-espace vectoriel de E. Alors, F est de dimension finie. J'appelle sa dimension P. P, la dimension de F est inférieure à la dimension de E. Et de plus, on a égalité si et seulement si F égale à E. Donc tout ça est assez intuitif. Donc par exemple, je suis dans R3, je suis en train de dire qu'un sous-espace vectoriel de R3, d'abord il est de dimension finie. Ensuite que sa dimension c'est soit 0, soit 1, soit 2, soit 3. Et que c'est 3 si et seulement si c'est R3 lui-même. D'accord? Donc c'est ça ce que nous dit le théorème. Donc tout ça est assez intuitif. Il faut voir que l'intuition, pas faire dire trop de choses à l'intuition. Le fait même que F est de dimension finie, c'est déjà un résultat en soi. C'est pas quelque chose d'évident, puisque je rappelle, dire qu'on est de dimension finie, c'est dire qu'on admet une partie génératrice finie.
mais il faut construire la partie génératrice de f qui va être finie, d'accord? Et c'est pas parce qu'on a une partie génératrice finie pour E, on peut pas en extraire a priori une partie génératrice finie pour f, et donc il y a, on va voir un exemple après, et donc il y a quand même un truc un peu subtil dans ce résultat-là, même si c'est très intuitif. Si vous pensez correctement à cette notion d'espace vectoriel. En tout cas, ça, c'est clair avec ce qu'on sait des espaces vectoriels dans R2 ou dans R3. Donc, d'abord, on va montrer que f est de dimension finie. Une fois qu'on aura que f est de dimension finie, on pourra faire facilement le reste de la preuve. Le problème, c'est vraiment de montrer que f est effectivement de dimension finie. Donc pour ça, la première remarque, c'est que si je prends une famille libre dans f, évidemment, c'est une famille libre dans E. Ça change pas, ça change rien. Le caractère de liberté, ça change rien si je regarde ça pour des vecteurs de f ou si je vois ces vecteurs-là dans E, d'accord? Et donc, on sait qu'une famille libre de E, son cardinal, il est forcément en dessous ou égal, il est nécessairement inférieur à la dimension de l'espace E. Et donc ça me dit qu'une famille libre de F, son cardinal, il est majoré par n, qui est la dimension de E. Et donc maintenant, je vais considérer F en gras, une famille libre de F, qui est de cardinal maximal parmi toutes les familles libres de F. Et donc, il y a au moins une famille libre, puisque la famille vide, c'est-à-dire la famille à 0 élément, c'est une famille libre de F, d'accord, même si voilà. Et donc ça, je suis en train de regarder, si je regarde l'ensemble de toutes les familles libres, c'est un ensemble qui contient au moins un élément, et les cardinaux de ces familles, il est borné, donc je peux bien choisir une famille de cardinal maximal. Et donc, ce que je vais montrer, c'est qu'en fait, cette famille de cardinal maximal est en fait une base. Donc ça ressemble à la première preuve qu'on a fait dans ce nouveau chapitre, du fait que quand on a une famille libre d'un côté, une famille génératrice de l'autre, on peut construire une base à partir de la famille libre en ajoutant des éléments de la famille génératrice. Donc, par l'absurde, si f n'était pas génératrice, eh bien, on pourrait trouver un élément de f que j'appelle x, qui n'est pas combinaison linéaire des éléments de petit f. Donc, ça, c'est par définition. Et alors, si je regarde la famille que j'obtiens en adjoignant x à la famille f, eh bien, elle est encore libre. D'accord? Donc ça, c'est le truc qu'on a utilisé plusieurs fois. Si j'ai une famille libre et que je lui ajoute un élément qui n'est pas combinaison linéaire des éléments de cette famille, alors ma famille reste libre. Donc, j'obtiendrai une nouvelle famille qui a un élément de plus que ma précédente famille et qui est encore libre et qui est encore une famille de f. Donc ça, c'est absurde puisque j'ai considéré f une famille libre de f de cardinal maximal. D'accord? Donc, cette mini-preuve par l'absurde me dit que f, en fait, est génératrice aussi. Donc, comme elle est libre et génératrice, c'est une base de f. Et donc, j'ai que f est de dimension finie. D'accord? Et sa dimension, c'est le cardinal c'est le cardinal d'une de ces bases quelconques. Mais donc, c'est le cardinal d'une de ces familles libres de cardinal maximal. Mais on a dit que tous ces cardinaux étaient inférieurs à la dimension de E. Donc ça me dit bien que la dimension de F est inférieure ou égale à la dimension de E. OK? Et donc, ce qu'il me reste à prouver, c'est que j'ai cette équivalence-là, que si on a égalité des dimensions, alors nécessairement F est égal à E. Et donc pour ça, eh bien, donc je suppose que les dimensions sont les mêmes. Je considère une base F de F. Et alors, par le théorème de la base incomplète, eh bien, F que je vois comme une famille libre de E, je peux lui ajouter des éléments pour obtenir une base B de E. D'accord? Mais F et B ont le même cardinal puisque j'ai supposé que la dimension de F était égale à la dimension de E. Et donc, si j'ai deux familles qui ont le même cardinal et l'une obtenue en ajoutant des éléments de l'autre, ça veut dire qu'en fait, elles sont les mêmes. Donc, j'ai F égale B. Mais dire que F égale B, c'est exactement dire du coup que F, qui a priori était une base de F, de grand F, en fait est une base de grand E. D'accord? Et donc, si c'est une base de grand E, ça me dit bien que grand F est égal à grand E. Et évidemment, la réciproque est claire. La réciproque, c'est que si E est égal à F, la dimension de E est égale à la dimension de F. Ceci est évident.
Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Ok. Donc, ce que nous dit la preuve, plutôt la méthode de la preuve, c'est que si je pars d'un espace vectoriel F, un sous-espace vectoriel d'un espace E qui est de dimension finie, eh bien, si je considère une base BF de F, donc je peux considérer une base BF de F et je peux la compléter en une base de E, en une base BE, en lui adjoignant des éléments de E. D'accord? Donc si je pars d'une base du plus petit, je peux rajouter des éléments pour obtenir une base du plus grand. Donc ça, quand on considère une base de E pas ce qui me fait ce truc là. Je crois que je suis trop proche de truc de gauche. Ok, bon. Je vais pas faire ça. Ça a très bien marché jusque-là. Je comprends pas. Peut-être un truc qui est enclenché. Super. Excusez-moi, j'ai un problème avec le stylet. J'essaie de réparer ça rapidement. Pourquoi tu fais ça, putain? C'est marrant ça. Bon, je sais pas ce qui se passe, j'espère que ça va pas durer. Donc on dit, quand on prend une base comme ça de F et qu'on lui ajoute des éléments pour obtenir une base de E, on dit que la base BE est adaptée au sous-espace. C'est-à-dire que j'ai d'abord des éléments qui donnent une base de F, et ensuite j'ai des éléments qui permettent d'obtenir une base complète pour E. Donc on parle de base adaptée au sous-espace. Donc la mise en garde, c'est que si on considère une base du gros espace, c'est pas vrai qu'on peut en extraire. En général, c'est pas vrai qu'on peut en extraire une base de l'espace du petit espace. Donc pourquoi? Donc je donne un exemple de ce qui marche et de ce qui marche pas, par exemple dans R2. Donc dans E égale R2, vous pouvez considérer F, l'espace vectoriel engendré par le vecteur 1, 1. Donc la famille juste a un élément qui est le vecteur 1, 1. Donc ça, F, c'est simplement la première bisectrice. Et donc, cette famille a un élément qui est une base de F. Vous pouvez la compléter en une base de E, par exemple, en prenant le vecteur. Oh putain, c'est pénible. Attends, je vais essayer de débrancher, rebrancher. Bon, ça a l'air bon.
voir. Donc si vous prenez le vecteur donc 1, 1, 1 et le vecteur 1, moins 1, je sais pas ce qui se passe. Bon, ces deux vecteurs-là, j'arrive pas à les faire, je sais pas ce qui se passe. Eh bien, ça vous donne une base de E. Mais à contrario, si vous partez de la base canonique, c'est-à-dire la base constituée des vecteurs 1, 0 et des vecteurs 0, 1 de E, eh bien, ça, vous pouvez pas en extraire une base de F. Okay, simplement parce que extraire, ça voudrait dire choisir un des deux éléments, mais aucun de ces éléments n'est un vecteur de F, puisque 1, 0, c'est le vecteur horizontal, et que 0, 1, c'est le vecteur vertical. Donc, donc c'est pas possible. Donc voilà, quand vous partez d'une base du plus petit, vous pouvez ajouter des éléments pour obtenir une base du plus grand. Et si vous partez d'une base du plus grand, en général, la base n'est pas adaptée au plus petit et donc vous pouvez pas en extraire une base. Ok, donc petit exercice et je vais vous laisser réfléchir à ça en essayant de réparer mon truc. Dans R3, donc je considère F le sous-espace engendré par deux vecteurs, le vecteur 1, 1, moins 2 et le vecteur 0, 1, moins 1. Et j'ai le sous-espace des x, y, z tels que x plus y plus z égale 0. Et donc, je voudrais que, en utilisant les outils qu'on a maintenant, que vous montriez que f est égal à g. Je vous laisse réfléchir un peu à ça. Soutien temps de latence. Je ne sais pas ce qui se passe. Si quelqu'un a déjà utilisé une tablette graphique et comprend mon problème c'est qu'a priori quand je fais des petits trucs, je sais pas, il cherche quelque chose ou
comprend pas que je veux juste faire un rond. Mais bon. Quand je fais ça, ça marche. Qu'est-ce qui me fait ça? Monsieur, Ouais, je peux vous poser une question? ouais, bien sûr. C'est sur le théorème. Quand la deuxième partie où on dit, supposons que dim f égale dim e et du coup on montre enfin, ce qu'on doit montrer. Mais on Ouais. n'aurait pas pu juste dire que, enfin, on prend f, une base de f, du coup elle est libre et vu qu'elle est cardinale n, Oui, bah c'est, oui, oui, on aurait pu effectivement. Ouais, ouais, ça marche. Bon, en même temps, la preuve que j'ai donnée est pas beaucoup plus longue. Mais oui, en effet. Ah, merci Jackie. Je vais tester ça tout de suite. Bon, désolé, finissez l'exercice. Là, c'est trop pénible d'écrire comme ça. Ouais, mais j'ai pas moi c'est pas la même tablette.
Bon, ça marche pas. On va se débrouiller autrement. Je verrai ça plus tard. Donc on est dans R3, donc on a ça. Donc F est bien un espace vectoriel puisque c'est l'espace vectoriel engendré par deux vecteurs. G, c'est le noyau d'une forme linéaire, on peut dire ça comme ça, ou alors on vérifie directement. Donc c'est le noyau de la forme linéaire qui a x, y, z d'un x plus y plus z. Donc on a bien deux sous-espaces. Donc la première chose, c'est de voir que on a une inclusion entre les deux espaces. Quelle est l'inclusion facile? F dans G. Ouais, donc F est inclus dans G. Bon, ça va pas être bien écrit, hein. Bah, simplement, vous vérifiez donc que 1, 1, moins 2, si j'écris en immense, ça passe. Il appartient à G. 0, 1, moins 1, il appartient à G. Ok, simplement parce que vous faites la somme des coordonnées, ça fait bien. Et donc, j'ai deux vecteurs qui appartiennent à un espace vectoriel, donc le vect appartient à G. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, comment on fait? Donc le but, hein, c'est de pas avoir besoin de montrer l'inclusion réciproque. Donc comment on utilise ce qu'on a raconté sur la dimension pour conclure à partir de là? Euh, on peut peut-être dire qu'il y a un élément de R3 qui est pas dans G, Ouais, et du coup G il est pas de dimension 3, ouais, et du coup il est forcément de dimension entre 3, enfin strictement inférieur à 3 et supérieur ou égal à 2, puisqu'il y a F inclus dedans, Alors pourquoi f est de dimension 2? parce qu'il est engendré par deux vecteurs non collinéaires. Ok, donc euh, comme f est engendré par deux vecteurs non collinéaires, f est de dimension 2. Ok, parce que les deux vecteurs, ça forme une base. Donc comme f est engendré par deux vecteurs non collinéaires, f est de dimension 2. Et donc G, il contient f et il est contenu dans R3. Donc ça me dit que donc G est de dimension 2 ou 3. Et si c'était 3, on aurait G égale R3. Ce qui n'est pas, d'accord, puisque prenez n'importe quel vecteur qui n'est pas dedans, je sais pas, le vecteur 1, 1, 1 par exemple est dedans. Donc, la dimension de G, on a dit que c'était 2 ou 3 et que c'est pas 3, donc la dimension de G est 2. Et donc vous avez F qui est inclus dans G et F et G sont de même dimension, donc F égale G. Ok, donc c'est des petits arguments simples qui à la fin permettent de gagner beaucoup de temps, de ne pas avoir besoin de créer des inclusions réciproques et ce genre de choses. Ok. Bon. Monsieur, vous pouvez Oui, revenir sur la page d'avant, s'il vous plaît? oui, pardon. Merci. Bon, pardon, hein, je fais pas le clown, mais j'essaie de comprendre ce qui se passe. Mais c'est pas très clair. Ok, bon. De toute façon,
J'en ai plus besoin pour aujourd'hui normalement. Donc, nouvelle définition, donc qui est très liée à celle donc à la précédente, aux propositions précédentes. Donc, je considère E un espace vectoriel quelconque, pas nécessairement de dimension finie, et je considère f petit f une famille finie de vecteurs de E. Donc, lui pour le coup est fini. Ça c'est important. Alors, le rang de f, ce qu'on appelle le rang de la famille, c'est la dimension de l'espace vectoriel qui est engendré par cette famille. D'accord? Et on le note RG de f. Et donc, ici, on n'a pas besoin que E soit de dimension finie, puisque même si E est de dimension infinie, bien vect f, par définition, c'est l'espace vectoriel engendré par un nombre fini de vecteurs, puisque f est fini. Donc, vect f, lui, est de dimension finie. Donc, c'est pas grave si E n'est pas de dimension finie, on peut quand même utiliser cette définition. Ok. Donc là, il faut vous mettre en garde et à pas faire, à pas vous c'est des confusions très fréquentes. Donc, je me place dans un exemple qui reviendra régulièrement. Donc, on est dans E égale Rn et on considère une famille de P éléments de E. Et je note K, le rang de cette famille. Donc, au final, j'ai trois quantités. J'ai N, j'ai K et j'ai P. D'accord? Alors, ces quantités-là, il faut pas les confondre et en général, les trois sont différentes. Donc, N, c'est la dimension de E, simplement. Donc, voilà, si vous êtes dans R3, bon, c'est 3. Okay. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. P, c'est le nombre d'éléments de la famille. Et donc, le nombre d'éléments de la famille, comme je n'ai pas fait d'hypothèse sur la famille, il peut être aussi grand que je veux, d'accord? Je peux regarder une famille de 17 vecteurs dans R3, c'est pas un problème, d'accord? Je considère plein de vecteurs qui vont dans tous les sens, même si je suis dans un espace de dimension 3, rien ne m'empêche de considérer une famille de 7 vecteurs, 17 vecteurs, ce que je veux. Donc P, il peut être aussi grand qu'on veut. Maintenant, le rang de la famille, c'est par définition la dimension du sous-espace vectoriel qu'il engendre. Et donc, ce sous-espace vectoriel, cette dimension, elle est nécessairement plus petite que n, puisque f est dans E, et donc la dimension de f est plus petite que la dimension de E. Donc, le rang, il est plus petit que la dimension de l'espace ambiant, mais le rang, il est aussi plus petit que le nombre de vecteurs que j'avais dans ma famille, puisque un espace qui est engendré par P vecteurs, il a une dimension O plus égale à P. D'accord? Puisque j'ai un vecteur, j'ai une famille génératrice à P vecteurs, et la base, elle a forcément moins de vecteurs, ou exactement le même, que ma famille génératrice. Donc, ça me dit que j'ai à la fois l'inégalité K inférieure à N et l'inégalité K inférieure à P. De plus, si K est égal à N, ça me dit quoi? K égale N, ça me dit qu'en fait, mon espace F, c'est égal à mon espace E, puisqu'ils ont même dimension. Et donc, K égale N si et seulement si F est égal à E, c'est-à-dire si et seulement si F est une famille génératrice de E. OK? Et l'autre égalité, K égale P, quand est-ce qu'on a K égale P? On a K égale P si et seulement si la dimension de F, c'est exactement P. Donc, ça veut dire que j'ai P vecteur qui engendre un espace de dimension P. Et donc, ça veut dire que ces P vecteurs qui, a priori, étaient juste une famille génératrice, c'est en fait une base. Et donc, c'est le cas si et seulement si la famille est libre. D'accord? Donc, en résumé, vous avez trois nombres à ne pas confondre. Vous avez toujours deux inégalités. Le rang est toujours plus petit que les deux autres. Et une des inégalités K inférieur à N est une égalité si et seulement si ma famille F était une famille génératrice de E. Et l'autre inégalité est une égalité, K égale P, si et seulement si ma famille F était une famille libre de E. D'accord? Donc en particulier, si les trois nombres sont égaux, ça veut dire que ma famille est une base de E. D'accord? Mais donc ne confondez pas, donc
c'est pas parce que vous avez deux vecteurs dans R3 que vous êtes dans R2, quoi. Non, vous êtes dans R3. Et deux vecteurs dans R3, bah, ils peuvent engendrer un plan. Donc, ils vont engendrer un plan si et seulement si la famille est libre. Ils vont engendrer une droite si les deux vecteurs sont collinéaires, mais pas tous les deux nuls. Et ils vont engendrer l'espace vectoriel réduit à 0 si les deux vecteurs sont nuls. Donc, les trois cas sont possibles. Tous les cas de figure sont possibles du moment qu'on satisfait l'inégalité K inférieur à P et K inférieur à N. La dimension de l'espace engendré est toujours plus petite que P et que N. Ok, donc faites bien attention à toujours distinguer ces trois trucs-là, ces sources de confusion très très fréquentes. En tout cas, quand j'enseignais en licence, c'était ce genre de confusion-là qui était systématique. Donc faites gaffe. Ok, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Bien, donc je vais donc passer à la section suivante. Donc là on a défini voilà en gros ce qu'était la dimension d'un espace vectoriel. On a vu donc des choses en termes de sous-espace et maintenant on va voir en gros comment cette notion de dimension se comporte avec les différentes opérations qu'on a pu faire. Donc en gros les opérations c'est on a parlé de produit, on a parlé de somme directe. On a parlé de somme pas forcément directe, donc on va voir comment les dimensions des différents espaces, la dimension d'une somme, etc., comment ça se comporte. Et puis ensuite, on aura comment se comporte la notion de dimension quand on a des applications linéaires. Et donc ça, ce sera très très important puisque on verra que il y a une relation très simple entre la dimension du noyau et la dimension de l'image d'un espace d'une application linéaire, ce qui permet de court-circuiter encore beaucoup d'arguments comme dans certains exercices qu'on a pu avoir dans le chapitre précédent. Donc d'abord, ce qui est le plus simple, donc le plus simple, c'est ce qui se passe quand on a un produit ou une somme directe. Donc je considère E1 et E2 deux espaces vectoriels de dimension finie. Alors E1 croix E2, E1 fois E2. Donc on a vu que E1 fois E2 avait naturellement une structure d'espace vectoriel. Eh bien cet espace vectoriel est aussi de dimension finie. Et sa dimension, c'est la dimension, c'est la somme des dimensions. Donc attention, c'est la somme, pas le produit. Donc la preuve ne pose pas trop de problèmes. Donc pour la preuve, je vais construire une base de mon produit à partir d'une base de mon premier espace et d'une base de mon deuxième espace. Donc je considère E1, EK une base de E1. Je considère F1, FP une base de E2. Alors, je considère la famille, donc ça, c'est tous des éléments de E1 croix E2. Donc la famille, donc les quatre premiers vecteurs, ce sont les couples E1, 0 jusqu'à EK 0. Et ensuite, les P vecteurs qui suivent, ce sont donc les couples 0 F1 jusqu'à 0 FP. Donc chaque élément de G est bien un élément de E1, virgule, un élément de E2. Donc ceux-ci sont bien des éléments de E1 croix E2. Donc je veux montrer que c'est une base. Donc pour ça, je montre d'abord qu'elle est libre. Donc je considère P plus K scalaire que j'écris lambda 1, lambda K et mu1, mu P pour simplifier les notations. Donc j'ai K plus P scalaire comme ça. Et donc je suppose que la somme lambda I, EI, la somme des lambda I, EI0 plus la somme des mu J, 0, FJ est égale à 0. Donc, si je regarde ce qui se passe composante par composante, la première composante, elle fait intervenir que des éléments avec les lambda k, d'accord, puisqu'ici on a toujours 0 comme première composante. Donc la première composante, elle me donne que la somme pour i allant de 1 à k des lambda i EI est égale à 0. Mais comme j'ai que cette somme-là est nulle et que je sais que la famille des EI est libre dans E1, eh bien ça me dit que tous les lambda i sont nuls. De même, en regardant la deuxième composante, j'obtiens que tous les mu-j sont nuls. Donc ça me dit bien que ma famille G est libre. Pour montrer qu'elle est génératrice, je considère un vecteur quelconque de E1 croix E2, donc je peux l'écrire xy avec x dans E1 et y dans E2. Alors, j'ai des scalaires lambda 1, lambda k, mu1, mu p, tels que x est égal à la somme de 1 à k des lambda i, EI. Ça, c'est parce que la famille EI engendre E1.
De même, Y, je peux l'écrire comme la somme pour J allant de 1 à P des mu J, F, J. Et à ce moment-là, XY, eh ben, il s'écrit effectivement comme combinaison linéaire. Donc, je l'ai écrit en deux sommes, mais en fait, c'est juste une combinaison linéaire de tous les éléments de ma famille G. Donc, j'ai trouvé une base de G de cardinal G, K plus P. Donc ça me dit, bah, d'une part que G est bien que ça me dit que E1 croix E2 est bien de dimension finie et que sa dimension c'est le cardinal de G, donc la dimension de E1 plus la dimension de E2. Alors, si on est avec un produit fini d'espaces vectoriels plutôt que juste un produit de deux espaces vectoriels, bah, ça marche pareil. Donc, si vous avez un produit de k espaces, bah, la dimension, ça va être la somme des k dimensions. Et en particulier, si vous prenez un espace vectoriel E et que vous l'élevez à la puissance P, c'est-à-dire que vous faites le produit de E P fois avec lui-même, bon, c'est écrit P fois, alors vous avez que la dimension de E puissance P, c'est P fois la somme de P dimension de E, c'est-à-dire P fois la dimension de E. D'accord? Donc faites attention à pas élever à la puissance ou je sais pas quoi. Pensez par exemple que quand E c'est R, bah, on est en train de dire que la dimension de RP c'est P fois la dimension de R, c'est-à-dire P fois 1. D'accord? Si vous mettez que dimension de R puissance P c'est dimension de R, le tout à la puissance P, vous voyez qu'il y a un problème, puisque d'un côté vous avez P, de l'autre côté vous avez 1. Donc nécessairement, c'est la dimension comme ça, elle transforme le produit en somme et la puissance en produit si vous voulez. Ok. Donc dans le même genre, et c'est pas étonnant puisqu'on a vu un théorème qui nous disait que le produit, quand j'avais deux supplémentaires F et G d'un espace E, alors E était isomorphe à F croix G, et on verra un peu plus tard que deux espaces isomorphes en même dimension. Donc on obtient un théorème du même style, donc c'est pas étonnant. Donc, excusez-moi, 2 secondes. Oui, allô? Oui. Oui, bonjour. Je suis en train de finir un cours. J'en ai encore pour 5 minutes. Je peux vous rappeler? Non, non, j'ai cours jusqu'à midi seulement, donc ouais, j'ai d'école jusqu'à 15 heures. Ouais, en fin d'après-midi. Très bien, je vous remercie. Ouais, donc si je considère E un espace de dimension finie qui s'écrit comme une somme directe de deux espaces F et G. Alors, si je considère F1, FK une base de F et G1, GP une base de G, alors bah, je peux mettre les deux bases ensemble. Donc, j'obtiens une famille E qui est la famille des F1, FK, G1, GP. Et donc, cette famille-là qui est obtenue en concaténant, si vous voulez, les deux bases, est une base de E. Et donc, en particulier, la dimension de E, eh bien, c'est K plus P, c'est-à-dire la dimension de F plus la dimension de G. Donc, c'est un théorème du même style, mais on n'est pas exactement dans la même situation. Dans un cas, on a un produit, dans l'autre cas, on a une somme directe. Donc, on va montrer que c'est une base. Donc, d'abord, montrons que E est libre. Donc, je considère des scalaires tels que la combinaison linéaire des FI et des GJ est nulle. Donc, la première somme, c'est-à-dire la somme qui fait intervenir les lambda IFI, elle est dans F. La deuxième somme, elle est dans G. Et donc, comme F et G sont en somme directe, si j'ai une somme d'un élément de F et d'un élément de G qui est égale à 0, comme F et G sont en somme directe, ça me dit que ces deux sommes doivent être nulles. Les deux éléments, l'élément de F et l'élément de G, doivent être nuls simultanément. Et donc, une fois que je sais que, ici il manque un I, bien sûr, j'arriverai pas à le mettre, mais il y a un indice I sur lambda. Et une fois que je sais que ces deux sommes sont nulles, eh bien maintenant je peux utiliser le fait que les familles F1, FK et G1, GP sont libres. Et donc ça me dit que tous les lambda I et tous les mu J sont nuls. Donc j'ai montré en deux temps, d'abord en utilisant la somme directe de F et G, puis en utilisant la liberté des deux familles, que les lambda I et les mu J étaient nuls. Pour montrer que la famille est génératrice, je prends Z, un élément quelconque de E,
En utilisant que f plus g est égal à e, bah, je peux écrire que z est de la forme x plus y avec x dans f et y dans g. Alors, x, comme c'est un élément de f et que la famille des fi est génératrice, je peux l'écrire comme combinaison linéaire des fi. Y comme combinaison linéaire des gj. Et alors, z, eh bien, il est bien combinaison linéaire des éléments de ma famille E. Donc, ça me dit bien que E est génératrice. On avait vu que E était libre. Donc, E est une base. Et donc, comme c'est une base, la dimension de E, bah, c'est K plus P. Et donc, c'est la dimension de F plus la dimension de G. Et de même, on peut généraliser à une décomposition d'un espace de dimension finie en somme directe d'un nombre fini d'espaces supplémentaires. Si j'ai E qui est la somme directe de K sous-espace EI, alors la dimension de E, bah, c'est la somme pour I allant de 1 à K de la dimension des EI. D'accord? Donc, on va s'arrêter là. Bon, je m'excuse pour les problèmes techniques, c'est indépendant de ma volonté, bien sûr. D'ici ce soir, éventuellement peut-être demain matin, si je traîne, il y aura une feuille d'exercice donc à faire pour lundi. Il y aura des calls comme cette semaine mardi prochain, donc préparez bien. Donc en gros jusqu'à ce qu'on a fait là. Et voilà. On va s'arrêter là. S'il y a des questions, je reste à votre écoute. Ah oui, je ferai peut-être des entretiens aussi un moment dimanche, genre 2h le matin, 2h l'après-midi comme dimanche dernier. Donc essayez de suivre un petit peu les messages sur WhatsApp pour vous connecter si vous n'êtes pas déjà passé. Et puis voilà, est-ce qu'il y a des questions? Ok. Bon bah dans ce cas-là, je vous souhaite un bon appétit, une bonne après-midi pour ceux que je revois pas en call. Salut. Bon après-midi. Merci. Merci, au revoir. C'est à quelle heure info ceux qui 13h30, je pense. 13h30 ou 13h? Je pense 13h30 parce que j'espère 13h30. Ah. Bon bah, ok, ça passe alors. Sur Emploi du Temps, c'est marqué 13h, mais je sais pas le lire. Excusez-moi, ceux qui sont en SI, les groupes, c'est ceux habituels? Oh, y a personne qui est en SI là? Mec, y a personne qui fait SI, t'es un fou, toi. Ouais, je crois que c'est les groupes habituels, mais. Et du coup, c'est lequel qui passe aujourd'hui? Il y a les deux groupes qui passent, un de 13h à 14h, de 15 à genre 16h45, je crois. Mais il a envoyé un mail et je sais pas, genre. Enfin, moi, je sais que j'ai échangé avec un groupe, mais je sais pas, toi, t'es passé par binôme. Ah non, mais toi, t'as pas de binôme, je crois. Ouais, du coup, je fais quoi? Du coup, toi, je pense que tu passes, toi, de 15h à 15h, ouais. Parce que je suis dans ton groupe d'habitude et moi, j'ai échangé, du coup, je passe à 13h. Mais toi, tu t'es resté à 15h. Et de toute façon, il y aura Pyrogène, c'est ça? Pierre-Eugène, il est avec moi, en fait. On a échangé avec Arthur parce qu'il avait école. Du coup, on passe à d'accord. 13h, mais toi, c'est 15h, je crois. Ok, merci beaucoup, Oscar. Bon appétit. Ouais, toi aussi.